Un plaisir de vous retrouver une fois de plus ce lundi 25 mars. Madame, Messieurs, excellent début de semaine. À la une de l'actualité, dans une conférence de presse au Palais de la Nation axée sur le renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté Est de l'Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi affirme que Paul Kagame est un perturbateur. Retard de paiement du mois de février dernier, le fonctionnaire de l'État prévoit de déclencher une grève au cas où le gouvernement de la République démocratique du Congo ne répond pas favorablement dans les 5 jours qui viennent. Madame, Monsieur, bienvenue. Au premier plan, démarrons ce journal par la visite officielle en République démocratique du Congo du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ce lundi 25 mars au Palais de la Nation. Au menu de leur échange, les questions sécuritaires de l'Afrique de l'Est. Après les réunions consultatives ce lundi à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue du Sud-Soudan, Salva Kiir, ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la Communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour une solution efficace et durable visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région. Par ailleurs, répondant à une question sur la nécessité de construire des murs le long des frontières de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a estimé que cela n'était pas important car on peut bien investir dans autre chose que cela. Le chef de l'État a précisé que le conflit entre la RDC et le Rwanda n'a rien à voir avec leur peuple, car un jour, d'une manière ou d'une autre, tout cela s'arrêtera. Après l'étape de la RDC, le président Salva va poursuivre sa tournée en Angola où il va rencontrer le président João Lourenço dans le cadre de ces consultations. La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sera parmi les sujets qui vont aborder. Signalons par ailleurs que le président soudanais est arrivé en visite officielle le dimanche 24 mars dernier dans les après-midi, accueilli par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Et lors d'une conférence de presse ce même lundi 25 mars au Palais de la Nation entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir, axé sur le renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté Est de l'Afrique, Félix Tshisekedi affirme que Paul Kagame est un perturbateur. Suivez. Prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. La 130e réunion du Conseil de ministres a permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de rappeler au gouvernement de la République l'urgence et la nécessité d'organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat depuis plus de 4 décennies et en raison de l'absence des statistiques démographiques récentes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la situation carcérale et de la nécessité de parachever les engagements du gouvernement.
La situation carcérale des détenus et des condamnés demeure une des préoccupations majeures du président de la République. Conformément à son engagement à œuvrer en faveur de la restauration d'un état de droit dans notre pays, tout en notant les efforts consentis à travers les nouvelles orientations conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinés à l'alimentation des détenus et de redoubler d'efforts en accélérant la mise en œuvre de cet ambitieux programme qui constitue une réponse structurelle. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence et la nécessité d'organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la rationalisation des coûts de construction de nos infrastructures. Le président de la République reste déterminé à doter notre pays d'infrastructures modernes capables de soutenir son développement socio-économique. Cependant, leur construction impliquant des investissements colossaux, il revient aux différentes parties prenantes d'adopter une attitude responsable et empreinte de rationalité, sans pour autant occulter la qualité des ouvrages, particulièrement en cette période dominée par la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre territoire et les implications qu'elle génère. Vers une réconciliation entre la communauté Téké et Yaka, la commission ad hoc mise en place par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a débuté le travaux le dimanche dernier à Kinshasa avec les délégations de deux peuples en conflit qui ont émis quelques recommandations pour mettre définitivement fin à ces conflits. En vue de la réconciliation entre les Téké et les Yaka, dont le conflit tire son origine du refus du peuple Yaka de payer des redevances au chef coutumier Téké, qui se considère comme originaire et propriétaire des villages situés le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 km et que les Yaka sont arrivés sur les lieux peu après les Téké. Cependant, pour pouvoir exploiter les terres appartenant aux Téké, les Yaka doivent payer une redevance au chef coutumier Téké. Alors, pour résoudre ces conflits qui perdurent et préoccupent le gouvernement central, après plusieurs tentatives d'échec, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait mis en place une commission technique pour réconcilier les deux peuples. C'est ainsi, les travaux ont débuté dimanche à Kinshasa, consacrés à l'analyse des cahiers des charges que les Téké et les Yaka avaient remis au numéro 1 de la sécurité nationale. Au cours de ces assises, le patron de la territoriale a conscientisé les protagonistes à poursuivre ces discussions dans ces mêmes climats d'attente. Dans la suite des événements, les représentants de ces deux délégations ont émis quelques recommandations pour une solution durable. Il suffit de rappeler que c'est depuis juin 2022 que ce conflit a débuté et a causé plusieurs morts, d'énormes dégâts matériels et des déplacements massifs de la population. Deux entités stratégiques de la province du Nord Kivu, dont le territoire de Massissi, passent encore sous le contrôle de forces négatives du M23, notamment Mouchaki et Chaba, qui constituent de voies d'évacuation de minerais de ces territoires. Cette situation favorise ces commerces illicites de gisements précieux dans cette partie de la République. Le rebelle du M23 occupe présentement plusieurs localités stratégiques ainsi que des voies d'évacuation immédiates pour le minerai du territoire de Massissi et de Walikale. En effet, les localités de Mouchaki et Chacha sont actuellement occupées par le rebelle du M23 pour l'évacuation de minerais de ces territoires de Massissi. Selon Yvette Mwanza, présidente de la Chambre de mines du Nord Kivu et directrice générale de l'entreprise Kivu Minerais Ressources, qui est une entité du traitement de premier plan, rapporte que l'occupation par le rebelle des sites tels que Mouchaki et Chacha complique considérablement la situation de l'évacuation de minerais en provenance de Massissi et de Walikale. Elle ajoute que c'est une situation qui demande l'intervention urgente des autorités compétentes et de l'armée congolaise, car cette occupation par le rebelle du M23 faciliterait le commerce illicite de minerais. Notons que Mouchaki est un carrefour qui permet le trafic routier entre le Walikale et Massissi, ou encore Rubaya, ainsi que les autres zones environnantes, entre autres Saké et la ville de Goma. Cependant, cette occupation de Mouchaki
et Karouba par le rebelle du M23 est devenue une difficulté pour la population de se rendre dans la ville de Goma. Par ailleurs, Chacha, qui était resté une seconde alternative pour atteindre la ville de Goma, est encore passé sous les mains de rebelles du M23. Signalons que c'est dans cette zone qu'il y a plusieurs minéraux, notamment le pyrochlore, les coltans, les kingston, les traces des diamants, pour ne citer que cela. D'un dossier à un autre, ce lundi 25 mars, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa était dans la matinée sur l'avenue Colonel Moujiba et sur le boulevard du 30 juin pour assurer la réglementation de la circulation routière en vue de lutter contre les embouteillages. Après constat, le général Blaise Kilimbalimba a affirmé que ce sont des inciviques qui causent des embouteillages. Suivez ses explications. Le constat est amer. Nous avons commencé par parler du comportement. On ne peut rien espérer d'aucune police du monde si la population ne change pas de mentalité, ne change pas de comportement. C'est depuis 6 heures que nous sommes là. Vous pouvez tourner votre caméra derrière. Vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage, ça roule. Il est 7h30, heure de pointe. Les gens vont au travail. Mais ça doit rouler à 40-50 à l'heure. C'est normal. Est-ce que c'est ça qu'il faut appeler embouteillage? Mais tu vois que c'est créé à volonté par des civiques que vous m'avez vu. Les uns retournés, les autres arrêtés, les autres retirer les bâches qui couvraient des plaques. Ce sont des plaques civiles. Ils cachent ça pourquoi? Ils cachent cette plaque pourquoi? Ils mettent les gyrophares. Et ceux-là, on les a arrêtés. Parce que c'est inadmissible. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle technologie. Les gens que vous voyez là, c'est une équipe qui va venir nous aider à surveiller bien la route. Comme ça, nous savons donner les ordres avant que ça perturbe. Donc, le problème, c'est le comportement des uns et des autres. Sur la voie publique, tout le monde est soumis au code de la route. Tout le monde. L'édit portant interdiction de coutumes et pratiques avilissantes en faveur de la femme et des jeunes filles dans la province du Kasaï central, traduit en Chiluba et en signe, c'est l'œuvre de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral, FMD en sigle, qui mène le travaux avec l'appui de HCR selon la directrice pays de cette organisation, Nathalie Kambala. Luz précise que l'objectif est de rendre accessibles toutes les informations cruciales à toute la population. Patrick John Mukengeshai nous fait le point. Pendant 3 jours d'activité intense pour rendre en Chiluba l'édit portant interdiction des coutumes et pratiques avilissantes à l'égard des femmes et l'acte d'engagement selon la directrice pays de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral FMDI en sigle, Nathalie Kambala-Loussé. Cette activité s'inscrit dans le cadre de rendre accessible à toutes les couches de la population centre kassaïenne le texte clé abolissant toutes les pratiques anciennes tendant à chosifier la femme. Texte présenté et validé à l'issue de cette séance. Nathalie Kambala-Loussé. Une grande partie de la communauté parle nos langues locales. Voilà pourquoi nous avons voulu traduire ces 2 documents qui ont été initiés par FMDI dans nos langues locales pour l'appropriation, pour la pérennisation, pour la vulgarisation, la sensibilisation de nos communautés. Notez que cette formation de 3 jours s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, dans la promotion de l'égalité de sexe au sein de communautés du Kasaï central. Ce sont les leaders communautaires, les autorités coutumières ainsi que la presse qui ont pris part à cette activité. Après le retard de paiement du mois de février dernier, le fonctionnaire de l'État prévoit de déclencher une grève au cas où le gouvernement de la République démocratique du Congo ne paye pas le salaire dans les 5 jours qui suivent pour la fin du mois de mars, dont une majorité des agents attendent encore leur salaire du mois de février de cette année en cours. Suivez. Le fonctionnaire et agent de l'État prépare une grève dans le cas d'un paiement des salaires pour le mois de mars, soit dans environ 5 jours après la fin de ce mois. En effet, les mouvements syndicaux
Transparence et Justice sociale, TJS en sigle, a dans une interview accordée à la presse le week-end dernier par son président Henri-Paul Kanakana, affirmé que pour le mois de février, il y a encore une partie des agents et fonctionnaires de l'administration publique qui n'ont pas été payés. Il annonce que si le gouvernement ne fait aucun effort pour régler la situation de ces agents, un arrêt automatique du travail sera décidé. Cependant, les agents et fonctionnaires du secteur public demandent au gouvernement de le payer dans les délais, entre autres dans les 5 premiers jours qui suivront la fin du mois de mars. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a annoncé qu'il fournit des efforts en prenant toutes les dispositions pour que la paie du mois de mars s'effectue dans les temps. Par contre, les syndicalistes regrettent le fait que le gouvernement n'a pas fourni d'arguments valables ou concrets qui justifient le retard de paiement de ces agents pour le mois dernier. Autre chose, les femmes de la RDC continuent à faire entendre leur voix. Fort malheureusement, ne sont pas suivies par les autorités congolaises. Pour Denise Kupa-Kabongo, la femme congolaise est délaissée à son triste sort, surtout son esprit d'entrepreneuriat est négligé. On n'est pas soutenu. Les femmes de la République démocratique du Congo ne sont pas soutenues. Mais il y a des institutions, il y a des organismes internationaux qui disent non, nous soutenons les femmes. Mais on ne le voit pas. Ils sont où? Ils sont où? Les femmes souffrent. Les femmes pleurent. L'entrepreneuriat féminin, il est vraiment moindre. Elle est moindre. Il n'y a pas l'épanouissement dans la femme. Elle est moindre. Pourquoi? Parce que les femmes se meurent. Parce que les femmes se préparent et ils travaillent. Et les femmes n'ont pas aussi des soutiens. Parce qu'on peut être entrepreneur si on a des soutiens, on a des partenaires. Mais on n'a pas de partenaires. Comment ces femmes-là peuvent évoluer? C'est difficile d'évoluer. Vous avez que des fonds propres. Mais si nous avons des partenaires, par exemple, nous avons dans notre gouvernement, il y a des ministères qui soutiennent aussi les femmes, qui soutiennent des fondations, des asbelles de femmes. Mais si vous allez pour avoir des partenariats, c'est difficile. Vous pouvez écrire, vous faites les suivis. Mais pour qu'on vous reçoive, c'est compliqué. Et cet entrepreneuriat de la femme, en tout cas, n'est pas évolutive. Non. Elle est vraiment moindre. La société civile, environnementale, agro-rurale du Congo dresse un bilan sombre de la situation du massif forestier dans la province du Maniema. Jean-Claude Sefou, point focal de la structure de la société civile dans cette province, décrit un tableau catastrophique marqué par une exploitation forestière anarchique et de pratiques néfastes pour l'environnement. Il l'a fait savoir dans un média de la place en marge de la célébration le week-end dernier de la Journée internationale de la forêt dans le monde. Selon Jean-Claude Sefou Bouchiri, 4 territoires sur le 7 que compte la province sont particulièrement touchés par la coupe abusive de bois et la destruction de forêts. Il s'agit de Kailo, Lubutu, Punya et la route nationale numéro 3, zone de jonction avec le province du Nord Kivu et de la Chopo. L'agriculture itinérante sur Brili, principal acteur des déforestations, l'agriculture itinérante sur Brili est pointée du doigt comme le principal facteur de déforestation dans la région selon Bouchiri. Cette pratique qui consiste à brûler des portions de forêt pour y cultiver des terres est néfaste pour l'environnement et contribue au dérèglement climatique. Dans la même lignée, la déforestation a des conséquences graves sur le climat de la province. Bouchiri souligne une augmentation de la température moyenne qui atteint désormais 36 degrés Celsius à 37 degrés Celsius. Cette situation est préoccupante car elle menace la biodiversité et la sécurité alimentaire des populations locales. La Rico lance un appel à la responsabilité des autorités et des populations locales pour une meilleure gestion du massif forestier. Il est urgent de mettre en place des mesures pour lutter contre la déforestation et préserver cet écosystème vital pour la planète.
En définitive, la République démocratique du Congo abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde après l'Amazonie, représentant 10% des réserves mondiales de carbone. Ces forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat en abordant les dioxydes de carbone, un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un drame a fait état de 3 morts suspectes après une intoxication alimentaire. Cette situation inquiétante s'est produite dans la nuit du vendredi au samedi 23 mars dernier au quartier Motoba, dans le chef-lieu du territoire de Faradje, en province de Haut-Weli, au nord-est de la République démocratique du Congo. La nouvelle a été rapportée à un média de la place par la famille biologique des victimes qui a indiqué qu'il s'agissait d'une famille restreinte de 5 personnes composée d'une mère et de ses 4 enfants vivant sous le même toit qui auraient été victimes d'une intoxication après avoir consommé du pondou fait de manioc. Quelques heures auparavant, Madame Matiko, chef de la famille, a été la première victime de cette intoxication alimentaire présumée présentant des symptômes de diarrhée, vomissements et de faiblesse corporelle et a succombé à 16 heures locales, tandis que les demoiselles Bienvenue, âgée de 12 ans, et Merci, âgée de 14 ans, sont décédés vers 21h, a précisé Ndingba Venant, doyen de la famille. La même source alerte sur l'état de santé grave de 2 autres enfants qui se trouvent actuellement à l'hôpital général de Faradje. Pour recevoir les soins nécessaires, Ndingba demande aux autorités compétentes d'intervenir rapidement, évoquant l'hypothèse d'une possible épidémie ou d'un empoisonnement ciblant ces ménages. Le corps des 3 victimes sont exposés à la résidence familiale située au quartier Motoba sauf imprévu. Leur enterrement est prévu à 16 heures locales, ont indiqué des sources familiales sous les coups d'une vive émotion. Abordons la question internationale pour parler de l'élection présidentielle au Sénégal. Le dimanche 24 mars dernier, Bassirou Diomaye Faye se place à la tête de ces élections après le dépouillement en attendant la publication de résultats par la commission électorale avec 57% au premier tour du scrutin. Plus de 7 millions de personnes étaient appelées aux urnes le dimanche 24 mars dernier au Sénégal pour départager 17 candidats afin de succéder à Macky Sall au pouvoir depuis 10 ans. Après 11 mois de prison, le dauphin de l'opposant Ousmane Sonko, écarté à la présidentielle, s'affiche à la tête du résultat provisoire du premier tour au Sénégal. Âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye domine les 16 autres challengers avec 54,4%. Et dans le camp du pouvoir, on y assure car il y aurait un second tour. La victoire de Bassirou Faye, un pari gagné pour la jeunesse sénégalaise et un esprit démocratique dans la scène politique du pays de Macky Sall, dont 5 autres candidats n'ont pas attendu les résultats officiels pour féliciter celui qu'ils pensent être le 5e président du Sénégal. Pape Djibril Déthié Fall, Mamadou Lamine Diallo, Ali Ngouille Ndiaye et Anta Babakar reconnaissent leur défaite et adressent un message de félicitations à l'homme de 44 ans. En attendant les voix officielles, le peuple sénégalais jubile la victoire de l'opposition dans certaines villes depuis la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars. Et si cela est confirmé par la Commission électorale nationale autonome et le Conseil constitutionnel, Bassirou Diomaye Faye serait le plus jeune président de la République de l'histoire du Sénégal. Sport au niveau national, en 5e journée du play-off de la Lina Foot au stade de l'Unité de Goma, le Popo a pris l'assaut sur Dauphin Noir sur la note étriquée de début à 1 et l'ASV Club se contentait d'un nul au stade TP Mazembe face au Don Bosco. Le détail dans ses commentaires signés Espoir Kinanwid. En bons amis, se sont séparés les Moscovites de Kinshasa et les Salésiens de Don Bosco au stade tout-puissant Mazembe dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi le dimanche dernier. Résultat permettant à l'ASV Club de se classer 2e au podium avec 9 points
derrière le tout-puissant Mazembe qui a 10 points en 4 journées. Tous aux courses pour les titres du championnat national d'élite cette saison, le Saint-Éloi Lupopo a une fois enregistré un succès, cette fois face au Gomatracien du Dauphin Noir, 5e du classement avec 4 points au stade de l'Unité au Nord Kivu. 2 buts contre 1, score qui a sanctionné cette explication sportive, comptant pour la 5e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Georges Mpolé a signé les doublés des Cheminots à la 42e et 92e minute et Lopala Bokamba avait réduit le score à la 71e minute de jeu. Notons que dans le classement de la 5e journée, le Saint-Éloi Lupopo et Maniema Union partagent le même point et occupent la 3e et la 4e place. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Qui savez-vous du sésame? Découvrons ensemble le bienfait de ces fruits. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Enfin, le bulletin météorologique. Sachez qu'il y aura ce mardi un bon soleil. La température à Kinshasa sera de 22 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 1 km par heure. Mais l'après-midi, la température atteindra les 36 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude de 41 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera vers 30 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude avec 2 degrés de plus. Le vent devrait atteindre en moyenne 6 km par heure. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Si vous venez à peine de nous rejoindre, voici les grandes lignes de l'actualité. Une conférence de presse au Palais de la Nation axée sur le renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté Est de l'Afrique. Félix-Antoine Tshisekedi affirme que Paul Kagame est un perturbateur. Retard de paiement du mois de février dernier, le fonctionnaire de l'État prévoit de déclencher une grève au cas où le gouvernement de la République démocratique du Congo ne répond pas favorablement dans les 5 jours qui viennent. Nous disons merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.